À haute altitude, au-dessus de la mer du Nord, un vieil avion à hélice tombe littéralement du ciel. Les gros titres parlaient de sabotage. Les enquêteurs envisagent plusieurs hypothèses. Ils mettront 2 ans à trouver la cause de l'écrasement. C'est du jamais vu dans une enquête sur une catastrophe aérienne. Je me suis dit, bon sang, comment est-ce possible? Il en résultera des arrestations sur un autre continent. La sécurité de l'un des plus prestigieux avions du monde sera remise en question, Air Force One. Le problème a même touché l'avion du président des États-Unis. À 16h30, le 8 septembre 1989. Knut Weitem et Finn Peterberg sont aux commandes d'un vol nolisé entre Oslo en Norvège et Hambourg en Allemagne. L'avion se trouve à une centaine de kilomètres de la côte du Danemark. 124.555, partner 394. How was dinner? Delicious. A little pricey, but delicious. Les deux amis ont survolé le monde entier ensemble, dont certaines régions reculées d'Afrique. Ce sont 2 pilotes d'expérience qui comptent prendre leur retraite dans les prochains mois. Copenhagen, good afternoon. Partner 394, maintaining flight level 222. Partner 394, good afternoon. Radar contact, Copenhagen Control. 394. L'avion vole à une altitude de 6700 mètres au-dessus de la mer du Nord. Il s'agit d'un Convair 340-580 à hélice. C'est un avion populaire pour les trajets de courte durée comme celui-ci. L'avion est nolisé par la compagnie de navigation norvégienne Wilhelmsen. Les 50 passagers ont gagné un concours organisé par la compagnie, dont le prix est un voyage à Hambourg pour baptiser un nouveau bateau. Les baptêmes de navires sont des cérémonies très excitantes. Certains d'entre eux y avaient peut-être déjà assisté. L'ambiance était à la fête au moment du décollage. Tandis que le Convair survole la mer du Nord, un F-16 des forces armées norvégiennes en route vers sa base croise l'appareil. Whoa, look at that, 11 o'clock. F-16. Tout à coup, une violente secousse ébranle l'avion. L'équipage est pris au dépourvu. L'avion fait des tonneaux. Les contrôleurs aériens se rendent compte que le vol 394 de Partner dévie de sa route en tombant du ciel. Partner 394, Copenhagen Control. Please report new flight level. L'équipage s'efforce de sauver l'avion et la vie de ses passagers. Please report new flight level. L'appareil disparaît des radars. L'avion nolisé semble s'être écrasé en mer. Partner 394 en route to Hamburg is off radar.
Les équipes de sauvetage se précipitent sur les lieux de l'écrasement à près de 20 km au nord des côtes danoises. Ils ne récupèrent que des débris et des cadavres. Les 55 occupants de l'appareil ont péri. Je les connaissais tous. Certains étaient des amis intimes, d'autres étaient des connaissances, mais je les connaissais tous. C'était doublement pénible. La nouvelle plonge la compagnie de navigation dans une profonde consternation. La moitié des employés du siège social sont morts dans la tragédie. C'est la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Norvège. Le pays entier est bouleversé. Jan Ovind est un jeune journaliste qui travaille pour le plus grand quotidien de la Norvège. Il couvre le drame. Un enquêteur de la FAA de la Norvège a immédiatement conclu à un acte de sabotage. Un dirigeant de l'équipe de sauvetage danoise a lui aussi déclaré qu'il s'agissait certainement d'une bombe, parce qu'il n'y avait pas eu d'appel de détresse et que l'avion était tombé du ciel. Une bombe expliquerait le brusque plongeon de l'avion. Les enquêteurs chargés d'élucider ce mystérieux écrasement d'avions de passagers au-dessus de la mer du Nord envisagent une terrible hypothèse. L'appareil a-t-il été la cible d'un attentat? Les secouristes ratissent la surface de l'océan pour repêcher des débris de l'épave et les corps des victimes. Seulement 5 cadavres seront retrouvés. Les autopsies sont pratiquées au Danemark. Les examens révèlent que certaines victimes ont de petites plaies perforantes. Voilà qui étaye l'hypothèse d'une bombe qui aurait pulvérisé le vol 394 de Partner. L'autopsie du copilote révèle également un fait troublant. Un cure-dent en parfait état est découvert dans son estomac. C'était curieux, parce qu'un cure-dent a 2 extrémités pointues. Comment a-t-il pu l'avaler? Ça témoigne de la violence du choc. Mais rien ne prouve qu'une bombe a provoqué l'écrasement de l'avion. Les enquêteurs doivent en apprendre davantage au sujet des dernières minutes du vol. Partner 394 en route to Hamburg is off radar. Neuf stations radars différentes ont capté ces dernières secondes. Ces images dévoileront peut-être de précieux indices. Les données les plus surprenantes sont celles d'une station radar militaire de Suède. Les opérateurs détectent le vol de Partner alors qu'ils survolent la mer du Nord. Le radar militaire détecte une situation inhabituelle. Quelque chose partage le même espace aérien que l'avion. Et ce n'est pas un autre avion. Le vol 394 semble avoir piqué du nez à une altitude de 6700 mètres. On ne savait pas ce que c'était. On n'en avait pas la moindre idée. Ça a pris plus d'une demi-heure, plus précisément 38 minutes. On s'est demandé ce qui pouvait être assez léger pour tomber aussi lentement et assez lourd pour être détecté par le radar. Quel que soit ce mystérieux objet, il repose maintenant dans les profondeurs océaniques. D'abord, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et ensuite l'enregistreur de données de vol sont repêchés au fond de l'eau. Les 2 boîtes noires ont été endommagées lors de l'écrasement. Les enquêteurs espèrent tout de même récupérer les données. L'enregistreur aura peut-être saisi une conversation entre les pilotes qui expliquerait ce qui s'est passé à bord. On. That's required. Auto-feather system. Le dispositif enregistre habituellement les dernières minutes d'un vol, mais ce CVR a plutôt fait le contraire. Power.
On n'y entend que les préparatifs de vol. L'enregistrement cesse mystérieusement juste avant le décollage. Les conversations au sol ont été enregistrées. Mais dès que les moteurs ont atteint le régime normal pour le décollage, c'était le silence radio. On était déçus. Mais le CVR défectueux a tout de même capté des propos troublants entre les deux pilotes. How's the weather in Hamburg? Oh, it's clear skies, good visibility. Hope it stays that way. Le CVR dévoile aux enquêteurs que le vol 394 a eu un problème inhabituel au décollage. La compagnie Partner éprouvait de graves ennuis financiers. On a appris que quelques heures à peine avant le décollage, les autorités de la sécurité aérienne de la Norvège avaient envoyé un téléx à tous les aéroports du pays leur disant d'interdire le décollage des avions de Partner parce que la compagnie était en défaut de paiement. They won't release us for takeoff until we pay the catering bill. How much you got on you? Seriously? Huh? Probably enough, actually. Wow. I'll take care of it then. Le copilote quitte le poste de pilotage pour régler la facture des repas servis à bord. Les enquêteurs consultent les états d'entretien en se demandant pourquoi le CVR n'a enregistré que les conversations au sol. Ils découvrent que l'enregistreur a été modifié plus de 10 ans auparavant. Modified to switch to primary AC. Beta lights up. Quand la puissance des moteurs est maximale en vue du décollage, Your power. le CVR doit changer de source d'alimentation. Le transfert s'opère de la batterie de bord au générateur. Mais cette modification ne fonctionnait pas dans cet avion. Les deux pilotes ne se rendent pas compte qu'en démarrant les moteurs à plein régime, le CVR n'a plus de courant. Chaque fois que des éléments clés de l'enquête, comme l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol, s'avèrent défectueux, ça soulève la question de la qualité de l'entretien et de la sécurité de l'appareil. L'enregistreur défectueux et les mauvaises créances incitent les enquêteurs à vérifier les antécédents de l'avion et de sa compagnie aérienne, Partner Airlines. Partner opère une flotte de vieux avions qui desservent les villes d'Europe du Nord. Le Convair, qui s'est écrasé dans la mer du Nord, compte parmi les plus récentes acquisitions de la compagnie. Mais l'avion a 36 ans. Son parcours est complexe. Il a changé de main plusieurs fois et subi de nombreuses modifications, notamment en matière de moteur. La plus importante modification a été l'installation de moteurs à turbine. Sur les avions à hélices, les hélices déplacent l'air vers l'arrière, ce qui propulse l'avion vers l'avant. Les premiers avions à hélices se servaient de moteurs à piston pour faire tourner les hélices. Mais les moteurs à turbine, qui compressent l'air à l'aide de ventilateurs au lieu de pistons, sont beaucoup plus puissants. Finn Hemdahl apprend qu'en 1960, les moteurs à piston originaux de l'avion ont été retirés pour installer de nouveaux turbopropulseurs puissants sur les ailes. Cette modification fournit une plus grande puissance, mais elle peut comporter un risque. Les turbopropulseurs ont augmenté les chevaux-vapeur de façon spectaculaire. Mais il fallait se demander quel en était l'impact sur la structure de l'avion. Finn Hemdahl est responsable de l'examen des moteurs. Il veut savoir si les moteurs à turbine peuvent avoir causé la désintégration du vieil avion. Je me demandais comment un avion avait pu se désintégrer en plein vol. Les enquêteurs ont bon espoir que l'enregistreur de données de vol les éclairera au sujet du fonctionnement des moteurs dans les moments qui ont précédé l'écrasement. Mais l'enregistreur de cet avion est un modèle analogique rudimentaire.
Il était fait d'un ruban de papier métallique qui se déroulait et d'aiguilles qui traçaient un sillon sur la surface de métal. L'enregistreur de bord désuet est une autre source de frustration pour les enquêteurs. Plusieurs des paramètres habituels n'ont pas été enregistrés. Mais plus mystérieux encore, les aiguilles semblent avoir enregistré certains signaux 2 fois. Les experts qui analysent le dispositif sont perplexes devant cette ligne double. C'était du jamais vu. On a consulté plusieurs spécialistes, mais personne n'avait de réponse à nous donner. À première vue, l'enregistreur de bord ne leur apprend rien au sujet de l'écrasement. Finn Hemdahl se demande donc si la défectuosité de la boîte noire ne serait pas un indice en soi. Il décide de faire parvenir l'enregistreur de vol à l'entreprise américaine qui l'a conçu pour le soumettre à des analyses plus poussées. Les résultats seront surprenants. Les enquêteurs reconstituent soigneusement l'avion de Partner. L'équipe norvégienne a repêché l'épave de l'appareil avec l'aide des autorités locales, celle du Danemark, je crois. Ils ont décidé de reconstituer l'avion. Il s'agit essentiellement de rassembler les morceaux d'un casse-tête. Ce faisant, les enquêteurs peuvent se concentrer sur ce qui leur semble le plus important en établissant les priorités. Tandis que le fuselage reprend forme, l'avion fournit des preuves troublantes aux enquêteurs. La seule explication plausible pour une désintégration au niveau de croisière était l'explosion. Certaines pièces nous ont paru un peu suspectes. Ou plutôt, ce qu'il y a sur les pièces. La rumeur courait qu'on avait trouvé des explosifs dans l'avion de Partner. Il y a des traces d'un puissant explosif militaire. La quantité est infime, mais les médias ont vent de la découverte. Les résidus d'explosifs pourraient provenir d'une bombe à bord de l'avion. Mais pas nécessairement. Un exercice militaire de l'OTAN surnommé Opération Sharp Spear a eu lieu le jour de la tragédie, à proximité du vol 394. L'un des pilotes à qui j'ai parlé m'a dit que lors des tests, une roquette avait pu malencontreusement toucher le fuselage de l'aile. Plusieurs se demandent si une ogive perdue a provoqué l'écrasement de l'avion. Mais l'analyse des résidus d'explosifs permet de réfuter la thèse de la bombe ou de l'ogive. Il n'y a pas suffisamment de résidus dans l'avion. Il y avait de petites traces d'explosifs, mais ce n'était pas suffisant. C'était probablement une contamination, sans plus. Plusieurs batailles ont été livrées au large des côtes danoises et la mer est remplie de vieilles munitions. Les enquêteurs estiment que l'épave a été contaminée par des résidus quand elle reposait au fond de l'océan. L'hypothèse de l'explosion est définitivement écartée comme cause de l'écrasement. On demande la collaboration de l'ingénieur métallurgiste Terry Heaslip. En examinant la queue reconstituée de l'avion, il fait une importante découverte. À certains endroits, le revêtement de l'appareil a été endommagé par une surchauffe. Ça voulait dire que le revêtement avait subi une flexion. Si on tord un cintre dans tous les sens, on risque de se brûler si on le touche près du point de rupture. C'est la même chose pour un avion. Tout porte à croire que la queue de l'avion est à l'origine de la tragédie. Les enquêteurs sont impatients d'examiner l'énorme générateur récupéré à l'arrière de l'avion. Le groupe auxiliaire de bord, ou l'APU, se loge dans la dérive arrière du Convair. C'est un générateur d'électricité de secours qui ne sert habituellement que lors des opérations au sol. En examinant le dispositif,
Finn Hemdahl constate que des pièces de plastique fondues provenant de la cabine se sont introduites dans la turbine de l'APU. Voilà qui est révélateur sur ce qui se passait dans l'avion au moment de la catastrophe. Ça voulait dire que l'APU était encore en marche quand la cabine s'est désintégrée. L'APU n'aurait pas dû fonctionner pendant que l'avion était en plein ciel. Voilà qui laisse croire que l'APU a peut-être joué un rôle dans l'écrasement. Les enquêteurs tentent d'en apprendre davantage sur les événements de la journée de la tragédie. Ils interrogent le mécanicien qui a inspecté l'avion ce matin-là. Il rapporte que l'un des deux générateurs principaux de l'avion ne fonctionnait pas et qu'il n'a pas réussi à le réparer. Le règlement stipule qu'un avion doit avoir 2 sources d'énergie pour avoir l'autorisation de décoller. Le copilote trouve une solution pour obtenir l'autorisation de s'envoler. Il explique aux responsables qu'il prévoit utiliser le groupe auxiliaire de bord pendant tout le vol pour remplacer le générateur défectueux. Okay, I want you to write this in the logbook. Released for flight with APU generator operative. We'll use the APU to power the left side AC system. APU is coming on. Beta lights off. Your power. En examinant l'APU, Finn Hemdahl fait une importante découverte. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas une pièce d'avion conforme. C'était fait de façon très rudimentaire, avec un morceau de fer et une soudure qui laissait à désirer. Il remarque que l'un des supports qui fixe l'APU à l'avion est cassé. Le dispositif est muni d'une turbine qui fournit de l'électricité grâce à une rotation très rapide. Une turbine mal fixée pourrait avoir causé l'écrasement. Les enquêteurs doivent vérifier si l'APU défectueux est bel et bien responsable de la catastrophe. Ils découvriront bientôt qu'il s'agit seulement d'une pièce d'un casse-tête beaucoup plus complexe. Les enquêteurs ont constaté que l'avion 394 de Partner volait avec un support de l'APU cassé. L'ingénieur métallurgiste Terry Hislip soumet la pièce à un examen approfondi. J'ai d'abord constaté que la soudure était mal faite et probablement inadéquate. Hislip veut savoir à quel moment le support s'est cassé. Si la rupture s'est produite au cours du dernier vol de l'avion, le bris pourrait avoir causé l'écrasement. Les marques de choc et la progression des dommages montraient que la rupture ne provenait pas d'une seule surcharge subite au cours du vol fatal. L'usure sur le support de l'APU cassé révèle à Terry Hislip que la cassure n'a pas eu lieu le jour de l'accident. Le support était brisé bien avant le décollage du vol 394. Les enquêteurs veulent maintenant savoir quel effet a eu ce support cassé sur l'avion. 40,000 RPMs. Do a lot of damage. L'APU est un énorme gyroscope. Sa rotation dégage une quantité phénoménale d'énergie. Et si cette énergie est transmise aux autres parties de l'avion, comme le fuselage ou la structure, elle peut avoir un effet sur les vibrations dans la queue. Les circonstances de l'écrasement demeurent mystérieuses. Les enquêteurs savent que le support de l'APU était déjà cassé avant le vol, mais ils ignorent encore s'il a joué un rôle quelconque dans l'écrasement ou s'il a eu une incidence sur la queue de l'avion. Mais la reconstruction de l'appareil commence à faire la lumière sur les circonstances de la tragédie. Finn Hemdahl découvre que 2 portes de la section arrière de l'avion manquent toujours à l'appel. En reconstituant la queue, on a constaté que la gouverne de direction était coupée en 2 gros morceaux et qu'il manquait certaines pièces.
Les portes entre la dérive et la gouverne étaient introuvables. Il s'agit de deux petites portes situées sur la dérive de l'avion. Elles permettent aux mécaniciens d'accéder aux masses d'équilibrage à l'intérieur de la dérive pour contrôler les mouvements de la gouverne. Finn Hemdahl fait une découverte cruciale au sujet des portes elles-mêmes. Elles sont constituées d'une garniture de nid d'abeilles en aluminium. Grâce à son expérience dans l'armée de l'air, il connaît leurs caractéristiques particulières. C'est une feuille d'aluminium très mince qui réfléchit abondamment la lumière. C'est très lumineux. Les militaires s'en servent pour leurrer les signaux radars. C'est ce qu'ils appellent de la paillette. Les enquêteurs se rendent compte que l'objet non identifié repéré par le radar suédois est probablement l'une des portes de la dérive. Mais pourquoi les portes se sont-elles détachées en plein vol? La réponse à cette question résoudra probablement le mystère de l'écrasement. Les enquêteurs savent que les masses d'équilibrage de la gouverne sont situées derrière les fameuses portes. Si la gouverne se déplace trop brusquement d'un côté à l'autre, il en est de même pour les masses. On a retrouvé suffisamment de pièces pour déduire que les masses ont cogné contre les portes. Les premiers morceaux qui ont cédé sont les nids d'abeilles de ces portes. Les enquêteurs concluent qu'au moment de l'accident, quelque chose faisait osciller violemment la gouverne de direction, mais ils ignorent de quoi il s'agit. L'APU, avec son support anti-vibratoire cassé, ne pouvait pas avoir causé à lui seul le détachement de la queue et la désintégration de l'avion. Il y avait certainement d'autres facteurs. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour déterminer quels sont ces facteurs. La compagnie Partner propose sa propre explication. Elle accuse le F-16 qui a survolé l'avion quelques minutes avant qu'il ne dévie de sa trajectoire. Whoa, look at that, 11 o'clock. F-16. Chez Partner, on prétend que l'avion militaire dépassait la vitesse recommandée. En ajoutant qu'il a volé plus près de l'avion que ne le mentionne le rapport officiel. Partner a embauché un enquêteur suédois qui a conclu que le F-16 avait peut-être franchi le mur du son en survolant l'avion de Partner. Quand un chasseur ou n'importe quel autre avion franchit le mur du son, une onde de pression se propage. Selon la théorie de Partner, cette onde de pression aurait provoqué la désintégration de leur avion en plein ciel. Mais le pilote norvégien du F-16 soutient qu'il était à plus de 300 mètres au-dessus du Convair quand il l'a survolé. Les enquêteurs calculent la distance à laquelle le F-16 aurait dû se trouver pour perturber gravement le vol 394. Ils en arrivent à la conclusion que pour que l'onde de pression du chasseur mette l'avion en péril, il aurait fallu qu'il frôle le Convair de quelques mètres. Or, rien ne laisse croire que les deux avions aient été si près l'un de l'autre. 70% des débris de l'épave ont été repêchés dans l'océan, mais les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi la queue du Convair s'est détachée de l'appareil en plein ciel. Le vent tourne quand ils obtiennent les résultats de l'analyse de l'enregistreur de données de vol défectueux effectué aux États-Unis. Le fabricant a demandé à son expert le plus chevronné d'examiner le dispositif, même s'il est à la retraite. Le fabricant nous a mis en contact avec un de ses ex-employés, en Californie. L'expert explique aux enquêteurs que l'aiguille qui devait enregistrer l'altitude de l'avion vibrait avec une telle intensité qu'elle laissait un deuxième sillon sur le métal. Mais ce n'est pas tout. Ce dispositif peut enregistrer pendant des centaines d'heures. En déroulant complètement le métal, il constate que l'enregistreur de bord vibrait dangereusement depuis des mois. Ça s'était poursuivi pendant 360 heures d'opération avant l'écrasement.
Je n'avais jamais vu une telle anomalie auparavant. On a mis un bon moment à comprendre ce qui s'était passé. Il semble que l'APU n'était pas la seule chose qui vibrait dans cet avion. Les enquêteurs décident d'établir la chronologie des vibrations. Ils remarquent un changement inhabituel dans le profil des vibrations. 2 mois avant la tragédie, les vibrations ont brusquement cessé pendant 2 semaines. Virtually no vibrations for at least 16 flights. L'intensité et la fréquence des vibrations ont augmenté jusqu'à l'été 1989. Et ensuite, plus rien. Après un moment de répit, les vibrations ont repris de plus belle jusqu'au jour fatidique. What happened here? Les enquêteurs doivent maintenant trouver ce qui a changé dans l'avion au cours des 2 semaines où les vibrations ont cessé. Why was it out of service? Where was the work done? Chez Partner, on explique aux enquêteurs que le Convair subissait une importante révision dans l'Ouest canadien au moment où les vibrations ont cessé. Thank you. We'll be in touch. Les travaux ont été exécutés par l'ancien propriétaire de l'avion, une compagnie canadienne spécialisée dans l'entretien des Convair. Au cours des multiples vols d'essai effectués au Canada, l'enregistreur de bord n'a pas capté de vibrations excessives. Ce bon fonctionnement s'est poursuivi pendant plusieurs vols de passagers après la révision, une fois l'avion de retour en Norvège. Les enquêteurs revoient les états d'entretien de l'appareil. Finn Hemdahl note que durant la révision, les mécaniciens ont trouvé des signes d'usure sur l'un des 4 boulons qui fixent la dérive à la queue de l'avion. Ces 4 boulons, voilà tout ce qui rattache la queue au fuselage. Au cours de la révision du Convair en juillet 1989, un mécanicien a remplacé l'un des 4 boulons. L'information provenant de l'enregistreur de bord révèle que les vibrations dans la queue ont cessé immédiatement après le remplacement de ce boulon. Par une chance inouïe, les enquêteurs retrouvent les 4 boulons qui fixaient la queue. Terry Hislip examine soigneusement les boulons. Il fait une autre découverte stupéfiante. Les 3 boulons qui n'ont pas été remplacés ne sont pas des pièces approuvées. On a mené à la fois des essais métallurgiques et mécaniques. Et à la lumière de ces analyses, on a constaté que 3 démontages étaient mal faits. Ils n'étaient pas conformes. Les conclusions de Terry Hislip confirment que les boulons n'ont pas été convenablement traités thermiquement au moment de l'assemblage. Ils étaient donc 60% moins résistants que des boulons conformes. Les enquêteurs savent enfin pourquoi la queue de l'avion a vibré ainsi pendant des mois. 3 boulons de fixation sur 4 n'étaient pas assez solides. They just weren't hard enough. Unbelievable. 3 boulons qui servaient à fixer la queue au reste de l'avion n'étaient pas des pièces authentiques, mais c'était à peine perceptible. Les boulons défectueux suscitent une question fondamentale chez les enquêteurs. Pourquoi la queue ne s'est-elle pas détachée au cours des 16 vols précédents quand la vibration était intense? Les enquêteurs savent déjà que le jour de l'écrasement, comme un générateur d'électricité ne fonctionnait pas, les pilotes ont trouvé une solution de rechange. Okay, I want you to write this in the logbook. Released for flight with APU generator operative. We'll use the APU to power the left side AC system. APU is coming on. Les pilotes ne se sont pas rendus compte que le support de l'APU était cassé et que le dispositif vibrait énormément. Leur décision de le garder en marche pendant tout le vol a empiré la situation.
Le seuil critique a été atteint ce jour-là en raison de l'APU qui reposait sur 2 supports au lieu de 3. Sans oublier les 3 boulons non conformes. Voilà pourquoi la vibration a pris des proportions alarmantes. Si les 2 structures instables se mettent à vibrer à la même fréquence, elles s'en trouvent multipliées. C'est ce qu'on appelle des harmoniques couplées. Les vibrations s'alimentent mutuellement et la situation dégénère. Le plus célèbre exemple d'harmonique couplée s'est produit sur le pont de Tacoma dans l'État de Washington en 1940. Le pont d'acier et de béton nouvellement construit s'est mis à osciller verticalement. Et quand un vent de côté s'est levé, le pont a tangué de gauche à droite. Les 2 vibrations dans 2 directions différentes se sont conjuguées pour créer un violent mouvement de torsion qui a provoqué l'effondrement du pont. Selon les enquêteurs, c'est ce même phénomène qui a causé la désintégration du vol 394. On s'est dit, mon Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette combinaison fatale de vibrations a fait osciller la queue de l'avion si violemment que la gouverne de direction s'est bloquée à gauche. L'avion a donc effectué un virage à gauche si abrupt que l'écoulement d'air au-dessus de l'aile droite s'est accru en augmentant du même coup la portance. L'appareil s'est mis à tourner sur lui-même, s'est brièvement redressé, mais la gouverne de direction s'est bloquée de nouveau à gauche et les portes se sont détachées de l'appareil. L'avion a refait des tonneaux et la queue s'est peu à peu désintégrée. L'équipage n'avait plus aucune chance. Les enquêteurs concluent que les 3 boulons non conformes sont responsables de l'écrasement de l'avion de Partner. Je me suis dit, bon sang, comment est-ce possible? C'était un assemblage absolument essentiel de la queue. Je n'arrivais pas à le croire. Le rapport de la tragédie du vol 394 de Partner bouleverse l'ensemble de l'industrie aéronautique. C'est la première fois qu'un écrasement d'avion meurtrier est dû à des pièces de rechange non conformes. Voilà qui soulève une grave question. Combien de pièces non conformes sont installées à bord des avions aux 4 coins du monde? C'est l'écrasement du vol de Partner qui a forcé tout le monde à reconnaître le problème des pièces non conformes et le fait que les réserves de pièces d'aéronefs du monde entier étaient contaminées. Il y a 6 millions de pièces mobiles dans un 747. L'industrie des pièces de rechange génère 45 milliards de dollars. À l'époque de cet écrasement, l'industrie n'était pas réglementée. Mary Schiavo est l'ex-inspectrice générale du département des transports qui chapeaute la FAA. Personne ne se doutait de l'étendue du problème. Avec cet écrasement, on savait que c'était grave. Mais qu'en était-il vraiment aux États-Unis? On a décidé de faire enquête en commençant par vérifier les propres réserves de la FAA. 39% de ces pièces étaient non conformes. On a découvert que parmi les pièces qui provenaient de courtiers, ce qui concerne la majorité d'entre elles, 95% n'étaient pas authentiques. La FAA a tôt fait de trouver des pièces non conformes sur l'avion ayant la réputation d'être le plus sécuritaire de la planète. On compte 5000 courtiers de pièces d'avion aux États-Unis, dont plusieurs sont établis dans la région de Miami. Ces courtiers n'étaient absolument pas réglementés. Ça ne prenait qu'un téléphone et un télécopieur et du jour au lendemain, n'importe qui pouvait devenir courtier en pièces d'avion. Et les pièces pouvaient provenir de n'importe où. De parcs à ferraille, de vieux avions, d'épaves d'écrasement ou de fabricants qui se fichaient bien des lois. Les pièces de rechange pour avions sont coûteuses. Un simple boulon comme celui qui fixait la dérive de l'avion de Partner peut coûter jusqu'à 250 $. Une pièce non approuvée peut coûter aussi peu que 30 $. C'est une aubaine. Et dans les circonstances que l'on connaît de nos jours, où les compagnies aériennes ne pensent qu'aux résultats,
et que 8 ou 10 des principales compagnies aériennes américaines frôlent la faillite, elles ne cherchent qu'à diminuer les dépenses. La FAA lance une vaste enquête sur les pièces illégales. Des agents d'infiltration permettent de démasquer des marchands sans scrupules. Les enquêteurs découvrent l'existence d'un marché noir qui fabrique des milliers de pièces de qualité inférieure qui ont l'air neuves. C'est de l'excellente contrefaçon. La différence est pratiquement imperceptible. À l'époque de l'accident de Partner, des mécanismes de contrôle sont censés protéger les grandes compagnies aériennes contre les pièces non conformes. Par exemple, chaque pièce de rechange demande la signature de quelqu'un qui en atteste l'authenticité. On doit avoir de la documentation qui certifie que la pièce est en état de navigation. Il faut une fiche de maintenance authentifiée par un expert. Mais les enquêteurs découvrent qu'en plus du vaste marché noir de pièces de rechange, il y a également une forte demande pour la contrefaçon du sceau de la FAA. Dans cette industrie, le sceau vaut davantage que la pièce elle-même. Les enquêteurs croient d'abord que le problème concerne principalement les petites compagnies aériennes. Les petits exploitants sont habituellement plus susceptibles d'être touchés par le problème du marché noir des pièces de rechange. Mais ils sont stupéfaits d'apprendre que des pièces non conformes ont été trouvées sur l'avion le plus minutieusement inspecté du monde, Air Force One. Le problème a rejoint ce que plusieurs considèrent comme étant l'échelon supérieur du monde de l'aéronautique, celui de l'avion du président des États-Unis. Des pièces non conformes ont réussi à s'infiltrer dans la chaîne logistique la plus hermétique qui soit. La FAA réagit promptement. Plus d'une centaine de marchands de pièces de rechange sont arrêtés. Chacune de ces condamnations nous a permis de sensibiliser davantage les gens, non seulement aux problèmes de contrefaçon, mais aux lourdes conséquences qui en découlent lorsqu'on risque la vie d'autrui. Selon moi, notre meilleur coup a été d'obtenir des condamnations criminelles. Au terme de cette enquête, la FAA a instauré un système plus rigoureux en matière de documentation des pièces d'avion. Elle a menacé les compagnies aériennes de porter des accusations criminelles si elles acceptaient sciemment les pièces non conformes. Les choses ont bien changé maintenant. Le milieu est beaucoup plus réglementé que dans les années 80 et 90. On doit vraiment s'assurer que le mécanicien qui tient l'outil entre ses mains est suffisamment informé pour détecter une pièce non conforme. Et c'est possible de le faire. La nouvelle réglementation a permis à la FAA d'atteindre son objectif. 20 ans se sont écoulés depuis l'écrasement du vol 394 et depuis, il n'y a pas eu un seul accident mortel dû à des pièces non conformes. Quelques années après la tragédie de Partner, Finn Heimdall a été nommé directeur du bureau d'enquête sur les accidents de la Norvège. C'était un mystérieux casse-tête. Sans raison apparente, un avion s'était désintégré en plein ciel. Ces conclusions sur l'écrasement ont entraîné une refonte de la réglementation qui a certainement sauvé des vies. C'est l'aspect positif de la catastrophe. Mais malheureusement, ça a été une terrible tragédie pour plusieurs personnes. L'une des plus petites pièces sur un vol nolisé norvégien a connu une défaillance en 1989. Mais comme les enquêteurs ont réussi à trouver la cause de l'écrasement, les passagers du monde entier n'ont plus à craindre d'être victimes d'un avion assemblé avec des pièces non conformes.
En début de soirée, au-dessus de l'un des aéroports les plus achalandés de l'Inde, une boule de feu embrase le ciel. Un nuage s'est illuminé, on pouvait presque sentir la chaleur. Des débris en flammes tombent du ciel. Le spectacle est horrible. Je me suis rendu compte que tout autour de moi, le sol était jonché de débris d'avions et de restes humains. À leur arrivée, les enquêteurs trouvent les épaves fumantes de 2 avions de passagers. 349 personnes ont péri. De précieux indices sont profondément enfoncés sous la terre. Les enquêteurs doivent reconstituer les événements dramatiques de la journée. Saudi 763 will maintain 140. Kazakh 1907, now reach 150. Comment ces 2 équipages, qui auraient dû connaître leurs positions respectives, ont-ils pu se heurter dans la collision en vol la plus meurtrière de l'histoire? L'aéroport international Indira Gandhi à New Delhi, la porte de l'Inde. Le 12 novembre 1996. Le contrôleur aérien V.K. Dutta se met au travail en fin d'après-midi. Il y avait un superviseur et un autre contrôleur était assis près de moi pour me seconder. Tout était parfaitement normal. Mais à l'aéroport Indira Gandhi, normal n'est pas synonyme de calme. C'est l'un des aéroports les plus achalandés du monde. En 1990, le gouvernement indien a signé un accord d'ouverture des espaces aériens avec plusieurs pays. Voilà qui a facilité l'atterrissage des lignes aériennes étrangères dans les aéroports de l'Inde. Plusieurs compagnies profitent de cette nouvelle politique et les contrôleurs sont plus débordés que jamais. Peu après 18 heures, le vol 763 de Saudi Arabian Airlines s'envole au coucher du soleil. Gear up. Gear up. Clear on left. Le commandant de bord, Khalid Al-Shubaili, avance le Boeing 747 sur la piste d'envol. Son copilote, Nazir Khan, est responsable des communications radio. Il y a 289 passagers à bord. Plusieurs sont des Indiens qui retournent au travail au Moyen-Orient. Peu après le décollage, la tour de contrôle met les pilotes en contact avec le contrôleur d'approche V.K. Dutta, qui se trouve dans une autre pièce de l'aéroport. À Indira Gandhi, les contrôleurs d'approche guident les avions dans l'espace aérien au-dessus des pistes. Ils sont responsables des arrivées et des départs dans un rayon de 110 km. Ce soir-là, V.K. Dutta a 5 vols sous sa responsabilité. Certains quittent l'aéroport et d'autres s'en approchent. Sa tâche consiste à s'assurer que les avions gardent une distance sécuritaire entre eux. Par contre, un trop grand écart créerait des retards inutiles. Saudi 763 approaching flight level 100. Roger, climb, flight level 140. Clear to climb 140, Saudi 763. Le même soir, un avion cargo de l'armée américaine s'apprête à atterrir. Même s'il s'agit d'un avion des forces aériennes, V.K. Dutta en a la responsabilité. On a probablement eu 3 ou 4 échanges avec le contrôleur pour vérifier notre altitude et nous renseigner sur la circulation à proximité. Saudi 763 approaching 140 for higher. Le vol 763 atteint son altitude assignée de 4300 mètres. Les pilotes demandent l'autorisation de voler plus haut. Roger, maintain flight level 140. Stand by for higher.
Afin de coordonner les décollages et les atterrissages, Venkadutta enjoint le vol de Saudi de cesser son ascension. Saudi 763 will maintain 140. Le contrôleur se préoccupe d'un autre avion qui vole vers l'est pour atterrir à l'aéroport Indira Gandhi. Il s'agit d'un avion de passagers de Kazakhstan Airlines. Le Ilyushin 76 est un gros appareil russe qui était d'abord destiné à l'armée. Sa version modifiée est désormais largement utilisée comme avion commercial. Dutta prévoit qu'il survolera le Boeing de Saudi avant d'atterrir. Ensuite, l'avion saoudien pourra poursuivre sa montée. Ils devaient se croiser en gardant une distance de 300 mètres. Kazakh 1907, now reaching 150. 46 miles from Delta Papa November. Roger, maintain flight level 150. Identify traffic 12 o'clock reciprocal, Saudi Boeing 747. Dutta préfère prévenir les pilotes kazakhs de la présence du Boeing de Saudi. Comme les avions ne sont pas munis de radars pour repérer les autres appareils, les pilotes se fient aux contrôleurs pour les informer de la position des autres avions. Maintaining 150, Kazakh 1907 will report. How many miles? Tous les pilotes qui syntonisent la fréquence radio du contrôle d'approche entendent les communications de leurs collègues avec la tour de contrôle. How many miles? 8 miles now. Comme nos repères sont seulement visuels, on essaie de capter les communications pour connaître la position des autres avions. Traffic is at 8 miles, level 140. Soudainement, une terrible explosion déchire le ciel. Tout à coup, du côté droit du poste de pilotage, un nuage s'est illuminé. J'ai tout de suite cru que c'était des missiles qui prenaient de la vitesse en fonçant droit sur nous. On a immédiatement dévié de notre route, mais on a vite compris qu'on n'était pas visé. L'avion de Saudi Arabian Airlines pique du nez. Billy, this is 1815. 1815, say again? On a immédiatement contacté le contrôleur par radio. You saw something that looks like a big explosion. Sur l'écran radar de Venkadutta, les avions saoudiens et kazakhs ont tous deux disparu. J'ai vu de petites taches lumineuses et j'ai regardé le nouveau balayage. Mais je ne les voyais toujours pas. On a entendu le contrôleur appeler le Boeing de Saudi et le Ilyushin sans obtenir de réponse. Ça nous a glacé le sang. Une terrible catastrophe s'est produite dans le ciel près de l'aéroport de New Delhi. Venkadutta se retrouvera bientôt au cœur de l'enquête sur l'une des plus meurtrières tragédies aériennes de l'histoire. Kazakh 1907, report your position. Un sentiment d'effroi envahit l'aéroport de New Delhi. 2 avions ont disparu du radar de contrôle d'approche. Une collision en plein ciel est le pire cauchemar de tout contrôleur aérien. Saudi 763? Il y avait 349 occupants à bord des 2 avions disparus. Kazakh 1907, report position. Saudi 763? J'ai tout oublié. Mes enfants, ma femme, mes proches.
Le capitaine Tim Place, pilote des forces aériennes américaines, confirme le pire. Billy, this is 1815. 1815. What did you see? 2 distinct fires on the ground. 2 fires on the ground. Confirm? Confirmed. Confirmed. Roger. Je leur ai dit à quel endroit envoyer les secours. Les avions s'étaient écrasés à 40 000 marins à l'ouest de Delhi. 2 planes have gone down over Chakri Dadri. La ville de Chakri Dadri se trouve à 65 km à l'ouest de New Delhi. Ces champs de moutarde et de céréales sont en train de brûler avec les débris de 2 épaves d'avion. Tout d'un coup, le ciel s'est illuminé d'un rouge vif et j'ai vu des flammes et de la fumée. J'ai appris qu'il y avait eu une collision en vol et qu'un gros porteur était impliqué. On m'a envoyé couvrir l'accident. J'ai senti une décharge d'adrénaline parce que j'étais nouveau dans le métier et il fallait que je fasse un bon boulot. Vishnu couvre l'écrasement pour la télévision de New Delhi. Il arrive sur les lieux à la nuit tombée, quelques heures après l'accident. On s'est garé sur le bord de la route. La lune était claire. Vishnu et son caméraman sont parmi les premiers journalistes à se présenter là-bas. Hey, turn off the light. Don't want to attract attention. Police have likely cordoned off the area. On marchait dans le champ et je me suis dit qu'il était probablement en jachère. Rien ne poussait, ce n'était que du sable. Il faisait nuit et seule la lune nous éclairait. On a continué à marcher. Je me souviens d'avoir vu de petits bosquets autour de moi. Vous savez, de petits tas un peu partout. Il faisait trop sombre pour que je voie de quoi il s'agissait. Tout à coup, je me suis arrêté parce que j'ai senti que ça ne tournait pas rond du tout. Turn on your light. Turn on your light. Je me suis rendu compte que tout autour de moi, le sol était jonché de débris d'avions et de restes humains. À ma droite, à 5 mètres, il y avait un arbre. Un corps calciné y était accroché. Cette image n'a jamais cessé de me hanter, même après toutes ces années. Tandis que le jour se lève, l'espoir de trouver des survivants s'évanouit. Les passagers des 2 avions ont tous péri. Il y a 349 victimes. C'est la pire collision en vol de l'histoire de l'aviation. La nouvelle de l'écrasement se répand aux 4 coins du monde. What remains clear is that there was more than one set of factors that might have resulted in the collision. We have 2 very separate wreckage fields. Le capitaine KPS Nair est l'un des premiers enquêteurs à se présenter sur les lieux. J'étais saisi d'horreur. Je n'arrive pas à trouver les mots parce que je n'avais jamais rien vu d'aussi effrayant. C'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Les avions de Kazakhstan Airlines et de Saudi Arabian Airlines se sont écrasés à 7 km l'un de l'autre. Les enquêteurs ont 2 sites distincts à examiner, mais ils savent déjà qu'une seule et même cause expliquera les 2 accidents. Ce n'était pas un avion qui était tombé du ciel. 2 énormes avions s'étaient heurtés en plein ciel. Il y avait plusieurs causes possibles. Comment 2 avions censés voler à 300 mètres l'un de l'autre ont-ils pu entrer en collision? Les enquêteurs envisagent 3 possibilités. Une erreur du contrôleur aérien, une erreur de l'un des équipages
ou encore un instrument défectueux. Ils espèrent que les débris de l'épave leur révéleront les circonstances du désastre. La priorité consiste à retrouver les boîtes noires des deux avions. Elles enregistrent les conversations du poste de pilotage, de même que des données cruciales sur le vol, notamment son altitude, sa vitesse et son cap. Même si les flammes ont ravagé les épaves, on retrouve les boîtes noires des deux avions dès le premier jour de l'enquête. Mais pour le moment, elles gardent le secret. Les experts mettront plusieurs mois à recueillir les données des enregistreurs. Entre-temps, les enquêteurs s'intéressent aux communications entre les deux avions et la tour de contrôle. On disposait de la transcription du contrôle de la circulation aérienne. Comme les avions n'ont pas de radar à bord, les pilotes s'en remettent entièrement aux contrôleurs aériens pour se guider à proximité de l'aéroport de Delhi. La pression est très forte pour Veka Dutta. A-t-il commis une erreur qui aurait causé la pire collision en vol de l'histoire? J'ai passé un sale moment. Les médias m'accusaient. Je leur ai dit que ce n'était pas ma faute. Mais c'est maintenant à lui de le prouver. Hi, I'm Veka Dutta. I'm sorry to keep you waiting. Les enquêteurs veulent connaître les moindres faits et gestes du contrôleur Veka Dutta le soir de l'écrasement. Was traffic heavy? Evenings are always busy. Le radar de Veka Dutta ne détecte pas l'altitude des avions. Les contrôleurs de New Delhi notent la dernière position d'un avion sur un bout de papier. Les données sont continuellement mises à jour. C'est la seule façon qu'ont les contrôleurs de connaître l'altitude des avions dont ils sont responsables. On ne dispose pas de leur niveau de vol. Ce sont les pilotes qui doivent nous les fournir. Kazakh 1907, now reaching 150. Ce sont les pilotes qui communiquent leur altitude aux contrôleurs aériens. Are these your notes? Yes, sir. This is the Kazakh one, and this is the Saudi one. Les enquêteurs apprennent que Veka Dutta surveillait 5 avions au moment de la collision et que les deux appareils accidentés volaient en direction opposée dans le même espace aérien. Le secteur surveillé par Veka Dutta se divise en un réseau de couloirs aériens. Les contrôleurs s'en servent pour guider les avions à l'atterrissage ou au décollage. Mais la plupart des couloirs aériens sont réservés aux vols militaires. En fait, même dans cet aéroport bondé, il n'y a qu'un seul couloir aérien principal pour les vols commerciaux. Dans une telle situation, les règles à suivre sont strictes. Il faut toujours respecter un minimum de 300 mètres d'altitude entre deux avions. Roger, maintain flight level 140, stand by for higher. Veka Dutta devait s'assurer que les avions étaient à plus de 300 mètres d'altitude l'un de l'autre en se croisant. Il a prévu faire comme à son habitude. Le vol qui arrive survolera de 300 mètres celui qui quitte l'aéroport. Il s'agit d'une procédure habituelle, mais cette fois, les deux avions se sont heurtés de plein fouet. L'un des deux appareils ne se trouvait pas dans la position assignée. Les enquêteurs se demandent si le contrôleur a commis une erreur qui aurait mené au terrible accident. En épluchant les transcriptions des communications, les enquêteurs constatent rapidement que Veka Dutta a donné les bonnes directives aux pilotes. Mais comme son radar ne détectait pas l'altitude des avions, il ne pouvait pas savoir si ses instructions étaient respectées. Les enquêteurs n'ont pas le moindre doute au sujet de la compétence de Dutta, et 3 jours après la tragédie, il est de retour au boulot. Quand ma famille et mes amis ont su que j'étais hors de cause, ils ont poussé un soupir de soulagement. Les enquêteurs retournent sur les lieux de l'écrasement en espérant retrouver des instruments des deux avions. Une défaillance mécanique a pu faire dévier l'un des vols de sa trajectoire. Il était fort probable que l'altimètre se soit arrêté au moment de la collision. Si on arrivait à le retrouver, on allait savoir à quelle altitude s'était produit l'accident.
Mais le poste de pilotage du vol de Saudi s'est enfoncé profondément dans le sol. L'enquête se transforme en excavation. L'avant de l'avion de Saudi était à 10 ou 12 mètres sous terre. Son nez était profondément enfoui. Les altimètres de l'avion kazakh sont plus faciles à récupérer parce qu'il ne s'est pas écrasé en piquant du nez. Il sera peut-être possible d'établir avec précision l'altitude à laquelle s'est produite la collision. Une fois les altimètres sortis des décombres, les enquêteurs constatent qu'il y a effectivement un problème. Le commandant de bord et le copilote disposaient chacun d'un altimètre. Or, leurs données ne concordent pas. Il y avait un écart d'une centaine de mètres entre les deux. Strange. Des altimètres aux valeurs inégales ont peut-être induit l'équipage en erreur, mais il se peut que la différence de lecture découle simplement de la violence de la collision. Les enquêteurs l'ignorent encore. Mostly there and there, as close as you can get it. Les enquêteurs veulent savoir lequel des deux avions s'est trompé d'altitude. Ils examinent d'autres éléments de preuve. Les dommages qu'ont subis les appareils révéleront peut-être de précieux indices. Quel était l'angle entre les deux avions au moment où ils sont entrés en collision? Plusieurs kilomètres séparent la plupart des pièces des deux avions, mais un gros morceau de la queue de l'appareil de Saudi est retrouvé à l'écart, aux limites du champ de débris. Il s'agit vraisemblablement de l'une des premières pièces à avoir touché le sol. Le principal point de contact de la collision est survenu entre la queue du IL-76 et une partie de l'aile du Boeing 747 de Saudi Airlines. La queue de l'avion kazakh semble avoir touché l'aile gauche de celui de Saudi. Si tel est le cas, l'avion kazakh ne se trouvait pas au-dessus du Boeing au moment de la collision, contrairement à ce que croyaient les contrôleurs aériens. Il volait plutôt en dessous. Voilà une découverte surprenante qui ne fait qu'épaissir le mystère. Les enquêteurs ne savent toujours pas lequel des deux avions a dévié de sa route. Mais ils savent que la collision n'a laissé aucune chance aux occupants des deux avions. Après avoir heurté l'aile du Boeing, l'avion kazakh a littéralement arraché le stabilisateur horizontal à l'arrière du 747 de Saudi. 5,5 mètres du stabilisateur sont arrachés. Sans cette pièce maîtresse, il était impossible pour l'équipage du Boeing de contrôler l'avion. Sans stabilisateur, l'avion se lance dans une spirale incontrôlable. Dans ce cas-ci, les deux avions ont subi le même sort. Près de 2 semaines se sont écoulées depuis l'accident quand le capitaine Ashok Verma se joint à l'équipe des enquêteurs. À mon arrivée, l'opération pour déterrer le poste de pilotage de l'avion de Saudi était terminée. On avait récupéré tout ce qu'on pouvait. Comme tous les autres éléments de preuve recueillis jusque-là, les instruments du Boeing de Saudi n'expliquent pas les circonstances de l'accident. La puissance de l'impact les a complètement détruits. I can't find anything. Too much damage. I agree. Look at this. On n'a rien trouvé de significatif. Après cette découverte décevante, les enquêteurs sont contraints de passer à autre chose. Les lieux de l'écrasement ne leur apprendront rien de plus. Tout repose maintenant sur les boîtes noires.
Les enquêteurs espèrent que leur réponse se trouvera dans les enregistreurs des conversations du poste de pilotage ou dans les enregistreurs de données de vol. Où la collision a-t-elle eu lieu exactement? Et comment les deux avions se sont-ils retrouvés à la même altitude? Get to the 150, just at the 140. Start to run! Trois mois se sont écoulés depuis que deux avions de passagers se sont heurtés de plein fouet dans le ciel de New Delhi. Les enquêteurs sont découragés devant le peu d'indices dont ils disposent. Ils fondent énormément d'espoir sur les boîtes noires pour résoudre l'affaire. Afin d'éviter toute insinuation de partialité, les boîtes noires saoudiennes sont analysées en Angleterre. Les techniciens du service britannique d'enquête sur les accidents aériens tentent de récupérer les précieuses données. La neutralité du pays qui analysait les enregistreurs était essentielle. Chaque avion est muni de deux boîtes noires, un enregistreur de données de vol et un enregistreur de conversation de poste de pilotage. L'enregistreur de données de vol fournit divers renseignements sur la performance de l'avion. Parmi eux, il y a l'altitude, la vitesse aérodynamique et les modifications faites par le pilote sur les commandes de vol. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage capte tous les échanges de l'équipage. 279, good day. Afin d'en apprendre davantage au sujet de la collision de New Delhi, les enquêteurs se servent des renseignements tirés des boîtes noires pour établir la chronologie des événements. Peter Shepard est le directeur de la division des enregistrements au service britannique d'enquête sur les accidents aériens. Il remonte le fil des événements à partir du moment de l'impact. On connaissait avec précision le point de collision grâce au changement rapide des paramètres dans chacun des avions. Si on en faisait notre temps zéro, il était possible d'établir une base temporelle commune au lieu de repères temporels individuels pour chacun des avions. Shepard et son équipe se concentrent d'abord sur le Boeing 747 de Saudi. Saudi 763 approaching 140 for higher. Roger, maintain flight level 140. Stand by for higher. Saudi 763 will maintain 140. Le CVR révèle que les pilotes saoudiens ont reçu des instructions claires au sujet de leur altitude et qu'ils semblent avoir compris. Après s'être fait dire de stabiliser l'appareil à 4300 mètres, ils n'ont plus mentionné leur intention de monter plus haut, ce qui les aurait placés dans la trajectoire du vol kazakh. Shepard vérifie ensuite l'enregistreur de données de vol pour s'assurer que les pilotes saoudiens ont bel et bien suivi les instructions du contrôleur aérien. L'enregistreur du vol de Saudi a confirmé que l'altitude était parfaitement normale au cours de la montée. Les pilotes saoudiens ont stabilisé leur avion à 4300 mètres à l'intérieur de leur couloir aérien. L'avion s'est stabilisé à l'altitude prévue de 4300 mètres pour poursuivre sa route. Comme tout semble en règle en ce qui concerne le vol saoudien, les enquêteurs soupçonnent que le problème vient de l'avion kazakh. Leur crainte se confirme en examinant les informations recueillies par l'enregistreur de vol de l'appareil du Kazakhstan. Les enquêteurs découvrent qu'il est descendu beaucoup plus bas que les 4600 mètres prévus. Quelques instants avant la collision, l'avion de Kazakhstan Airlines volait à 4300 mètres, soit 300 mètres plus bas que son altitude assignée, et moins de 3 mètres sous l'avion saoudien. Il s'est dirigé tout droit vers l'avion de Saudi. L'équipage kazakh n'a pas cessé de descendre, même si l'avion avait atteint l'altitude de 4600 mètres qui leur avait été assignée. Mais pourquoi l'avion kazakh a-t-il dévié ainsi de sa route? Kazakh 1907, report position. Kazakhstan Airlines avance une hypothèse pour expliquer cette importante perte d'altitude. Les Kazakhs se sont défendus en accusant de fortes turbulences. Une zone de turbulence imprévue aurait pu leur faire perdre de l'altitude. L'enregistreur de paramètres de vol des Kazakhs laisse croire que l'équipage a effectivement connu de fortes turbulences. Il indique deux baisses d'altitude distinctes et soudaines de plus de 120 mètres.
La compagnie aérienne prétend que ces deux chutes d'altitude sont le résultat de turbulences, mais selon Peter Shepard, rien n'est moins sûr. En voyant ces chutes de 100 ou 150 mètres, on s'est tout de suite dit que c'était impossible. Un avion ne peut pas supporter d'aussi brusques variations d'altitude. Quel autre facteur peut provoquer des pertes d'altitude aussi brutales? Du moins brutales en apparence. Peter Shepard cherche une explication. On a essayé de relever les inexactitudes de l'enregistrement de l'appareil kazakh en analysant les autres paramètres pour en déduire la véritable altitude. Il s'agit de calculs mathématiques complexes. À l'aide de diverses données de l'enregistreur de vol, dont la vitesse et le taux de descente, Peter Shepard conclut que l'avion était dans sa phase d'approche à un rythme constant. Ces supposées brusques secousses s'expliquent aisément. Shepard découvre que le capteur qui communique l'altitude à l'enregistreur de vol était défectueux. Il se coinçait et cessait momentanément de transmettre l'information. Une fois décoincé, ces données laissaient croire que l'altitude de l'avion avait brusquement chuté alors qu'il n'en était rien. C'est comme si une colle l'avait empêché de fonctionner normalement. Et quand l'altitude avait subi une grande variation, la force exercée sur le senseur le faisait réagir avant de se coincer à nouveau. Les enquêteurs peuvent donc écarter définitivement l'hypothèse d'une collision provoquée par des turbulences. En examinant les carnets de maintenance, les enquêteurs constatent que les altimètres de l'avion kazakh étaient en bon état. Ils en concluent que la différence notée dans les instruments du poste de pilotage est le résultat de l'écrasement et non la cause. C'est en s'intéressant de plus près aux réactions de l'équipage kazakh que les enquêteurs comprendront l'origine de la tragédie. Afin de comprendre pourquoi l'avion kazakh a poursuivi sa descente sans suivre les directives de la tour de contrôle, les enquêteurs se tournent vers l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Tout a commencé bien avant l'écrasement, mais au début, rien ne laissait croire qu'il y avait un problème. Kazakh 1907, report level passing. Passing 240, Kazakh 1907. Comme le Ilyushin est un avion militaire modifié, il comporte une autre caractéristique inhabituelle. Il y a une place pour un opérateur radio. Egor Rep est responsable des communications pour le vol de Kazakhstan Airlines. Roger, over to Delhi approach 127.9. 127.9, bye-bye, Kazakh 1907. Tandis que l'avion se dirige vers l'aéroport, Egor Rep entre en contact avec le contrôleur d'approche d'Outa. Delhi approach, good evening. Kazakh 1907. Passing 230 to 180. J'ai dit au pilote kazakh de descendre et de maintenir le niveau de vol 150, c'est-à-dire à 4600 mètres. Roger, Kazakh 1907, descend, flight level 150. Report reaching. Kazakh 1907, now reach 150. L'opérateur radio kazakh a déclaré avoir atteint le niveau de vol 150. Cette déclaration a lieu 1 minute avant l'écrasement. À ce moment-là, l'avion kazakh semble se trouver exactement où il se doit, à 300 mètres au-dessus de l'avion saoudien. Mais les enquêteurs savent maintenant qu'au lieu de maintenir son niveau de vol, l'avion a poursuivi sa descente. Au même moment, VK Douta a prévenu les pilotes kazakhs. Identified traffic, 12 o'clock reciprocal, Saudi Boeing 747 and 10 miles. Likely to cross in another 5 miles. Report if in sight. Il leur dit de surveiller le vol de Saoudi, mais l'avion kazakh ne cesse de descendre. Ahead. Ahead. Juste avant l'écrasement, Egor Rep semble s'être rendu compte que l'avion volait dangereusement bas. Mais son avertissement survient trop tard. Keep the 150. Do not descend. Accelerate, Sanyo. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage confirme ce que les enquêteurs ont découvert grâce aux données de vol. Au moment de la collision, l'avion kazakh essayait désespérément de se redresser. Get to the 150, because at the 140. Southwest!
Mais les enquêteurs demeurent perplexes. Pourquoi l'avion kazakh a-t-il poursuivi sa descente? On s'est penché sur leur connaissance de l'anglais. Les équipages des pays soviétiques doivent passer un test d'anglais, mais ils ne le parlent pas couramment. Aka Verma écoute attentivement l'enregistreur de conversation pour vérifier si l'équipage avait bien compris les directives. Se pourrait-il que la barrière de la langue soit à l'origine de la terrible tragédie? How many miles? Traffic is at 8 miles, level 140. Les pilotes kazakhs se sont-ils trompés sur leur propre altitude en la confondant avec celle des Saoudiens? Report, 8 miles. Verma découvre que la communication n'était pas efficace entre certains membres de l'équipage. Egor Rep était responsable des communications avec la tour de contrôle, mais rien ne prouve que le pilote et le copilote ont suivi ses directives. Switch on, engine inlet heating. Alors que le reste de l'équipage s'affaire aux préparatifs de l'atterrissage, Egor Rep semble être le seul à se préoccuper de l'altitude. Now looking, 1907. Habituellement, les instructions en vue de l'atterrissage se terminent avant le début de la descente pour que l'équipage soit attentif aux communications de la tour de contrôle. L'opérateur radio semble avoir compris que le Boeing de Saudi volait à 4300 mètres. Mais selon les enquêteurs, le copilote croyait plutôt que la voie était libre à 4300 mètres. Voilà pourquoi il aurait poursuivi sa descente. Hold the level. What level were we given? Le pilote paraît confus lorsqu'il répond. Je crois que les pilotes n'ont pas été suffisamment vigilants. Ils se sont fiés uniquement à l'opérateur radio. La décision d'accélérer et de redresser l'appareil aura les conséquences tragiques que l'on sait. Keep the 150. Do not descend. Accelerate, Sanya. Get to the 150 because at the 140. Not one! Le rapport final est sans équivoque. L'équipage kazakh est responsable de l'accident pour s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. En raison d'un simple malentendu, 349 personnes ont perdu la vie. La conclusion de l'enquête a confirmé que la collision découle directement du non-respect de l'altitude assignée au vol de Kazakhstan Airlines. Les enquêteurs connaissent maintenant la cause de la collision en vol la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation. Ils demandent à l'industrie de l'aéronautique de prendre des mesures pour renforcer la sécurité à l'aéroport Indira Gandhi. Or, ils découvrent que la technologie qui aurait pu prévenir la catastrophe est déjà présente à l'aéroport. Saudi 763. Les enquêteurs ont conclu qu'une mauvaise communication dans le poste de pilotage et un simple malentendu ont causé la terrible collision qui a tué 349 occupants des deux avions. Mais une technologie déjà existante aurait permis d'éviter cet accident. Ce système aurait aidé à la fois les pilotes dans le ciel et les contrôleurs au sol. Les enquêteurs se montrent particulièrement critiques à l'égard du radar de la tour de contrôle de New Delhi. À l'époque, les contrôleurs aériens travaillaient avec une technologie dépassée. Il n'y avait pas de radar secondaire à l'aéroport de Delhi, mais seulement un vieux radar primaire. Les radars primaires envoient des signaux radio pour repérer les avions en vol. Et ensuite, une antenne au sol reçoit le signal renvoyé par l'avion. On obtient ainsi sa position, mais pas son altitude. Le radar primaire nous fournit une image en 2 dimensions. Le radar secondaire fonctionne différemment. À bord de l'avion, un transpondeur envoie un message au sol contenant des renseignements essentiels sur le vol, dont l'altitude. Saudi 763 approaching flight level 100. Roger, climb, flight level 140.
Le jour de la collision, le contrôleur d'approche VK Dutta peut seulement se fier aux informations fournies par les équipages pour connaître leur altitude de vol. Kazakh 1907. Now reach 150. L'opérateur radio kazakh lui dit que l'appareil vole à 4600 mètres, mais il est impossible pour Dutta de le confirmer. S'il avait su la véritable altitude du vol de Kazakhstan Airlines, il aurait pu faire dévier le Boeing saoudien de sa trajectoire. Avec une image en 3 dimensions, on a suffisamment de temps pour réagir et pour faire dévier un avion. Au moment de l'accident, l'Inde avait déjà commandé un système de contrôle de la circulation aérienne d'une valeur de 118 millions de dollars, doté d'un radar secondaire et d'équipements de communication et de navigation sophistiqués. Ce système devait être installé 2 semaines avant la catastrophe. Mais le jour de l'écrasement, il n'était même pas déballé. Le radar secondaire offre beaucoup plus de précision que le radar primaire. Dans ce cas-ci, la tragédie aurait pu être évitée si le radar avait fourni l'altitude des avions. L'année suivant l'accident, 3 collisions ont été évitées de justesse près de l'aéroport Indira Gandhi. Il faudra plus de 2 ans avant que le système de radar secondaire soit opérationnel. Aujourd'hui, les contrôleurs de l'aéroport international Indira Gandhi disposent du numéro de vol de l'avion, de son altitude et de son cap. Le contrôleur VK Dutta n'avait pas autant d'informations le jour de l'accident. En 1996, un système appelé TCAS servait à prévenir les pilotes de la présence d'avions à proximité. Lorsqu'un avion était trop proche, le système leur disait quelle manœuvre d'évitement pratiquer. Aucun des 2 avions en cause n'était muni d'un TCAS. Désormais, un tel système est obligatoire. Les autorités aéroportuaires indiennes ont également augmenté la sécurité des installations d'Indira Gandhi en revoyant le réseau de couloirs aériens menant aux pistes. À l'époque de la collision, un seul couloir aérien était réservé au décollage et aux atterrissages d'avions commerciaux à l'aéroport international Indira Gandhi. Avec l'augmentation constante de la circulation aérienne, ce couloir était devenu trop achalandé. Dans la foulée de l'accident, davantage de couloirs aériens ont été ouverts aux vols commerciaux. Une technologie dépassée et une mauvaise communication ont causé cette terrible collision. Comme dans la plupart des tragédies aériennes, il s'agit d'une suite de petits incidents, apparemment mineurs, qui ont mené au désastre. Après coup, on se dit que ces gens ont été extrêmement malchanceux dans le ciel ce soir-là. Il y avait une chance sur 1 million que ça se produise. Bien sûr, des radars plus sophistiqués ou un système d'anti-collision en vol auraient pu prévenir l'accident. Et je crois qu'il faut poursuivre le développement technologique. Mais je ne suis pas inquiet à l'idée de voler. C'est le destin, je suppose. Je ne sais pas. Je suis heureux de ne pas avoir eu 5 minutes d'avance ce soir-là, c'est certain. VK Dutta a mené une longue carrière comme contrôleur aérien. Aujourd'hui, il enseigne son métier aux jeunes contrôleurs. Je suis instructeur-chef pour former les contrôleurs. J'adore mon travail. J'adore ça. VK Dutta, qu'on a d'abord soupçonné d'être responsable de l'écrasement, a participé aux changements visant à améliorer la sécurité de l'aéroport de New Delhi. Et ses efforts ont été récompensés. L'aéroport accueille maintenant 20 millions de passagers par année. Depuis l'installation du nouveau système de radar et l'ajout de couloirs aériens, l'aéroport Indira Gandhi n'a pas connu un seul accident mortel.